Alexandre Jardin, vous êtes donc écrivain, auteur, réalisateur à succès, Le Zèbre, Fanfan dans les années 90, grand souvenir personnel. Et depuis une vingtaine d'années, vous vous êtes fait le porte-parole, en quelque sorte, de la société civile, le relais avec des associations. Pas depuis 20 ans ? Pendant 20 ans, j'ai surtout été militant associatif en fondant des programmes associatifs type Lire et faire lire. Voilà, des associations, des initiatives qui ont tout en commun de prendre le pouls et d'être, d'une certaine manière, le porte-voix. Et d'agir. Lire et faire lire, c'est 700 000 enfants et quasiment 19 000 bénévoles retraités qui viennent transmettre le plaisir de la lecture dans les écoles maternelles et primaires. Moi, j'ai toujours été pour qu'on fasse des trucs réellement et qu'on prenne soin pour une citoyenneté active. Votre dernière initiative, Alexandre Jardin, c'est donc ce mouvement. On a vu le titre de l'ouvrage, Les Gueux, très actif sur les réseaux sociaux, mouvement anti-élite, anti-écolo, vous fustigez le mépris de ceux qui nous dirigent à l'égard de ce peuple, avec cette formule évidemment qu'on comprend ironique. Les gueux, c'est quoi? C'est la manière dont les élites perçoivent le peuple français? Alors, je me reconnais pas là-dedans. Alors allez-y, présentez-vous à nos téléspectateurs. Mais tout simplement parce que ce qui fonde le mouvement des gueux, c'est le fait qu'on lutte pour des causes très identifiées. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis rendu compte le 31 décembre de l'année dernière, dans mon village, qu'il y avait quasiment tout le monde dans mon village était exclu des villes où on installait les ZFE. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte... les zones à faible émission... qui prévoyait d'interdire les véhicules les plus polluants dans les centres-villes et qui ont été retirés, notamment... Aussi parce qu'on a monté un mouvement populaire qui a contribué à ça. Il n'y a jamais un acteur qui... Mais ça m'a semblé important à ce moment-là qu'on structure la société sur des causes. Parce que quand on se bat pour une cause... on l'unifie au-delà de la coloration politique. Mais pourquoi les gueux? Parce que de fait, en appelant votre mouvement les gueux, vous donnez l'impression que les élites considèrent les gens comme des gueux. Eh bien, je vais vous dire comment c'est né. C'est pas né de moi. C'est né au départ, j'ai fait un premier post qui se terminait en disant « on s'en fout, c'est des gueux ». Mais c'était évidemment ironique. Et le lendemain, j'ai rallumé, le 1er ou 2 janvier, j'ai rallumé mon téléphone et 540 000 personnes étaient venues voir ce post. Et à ce moment-là, un hashtag est né spontanément. Et un hashtag, vous ne le contrôlez pas. C'est le principe du hashtag. Donc tout à coup, j'ai vu que ce mot qui exprime un mépris social, avait été choisi par la population. Mais au départ, ça part d'une boutade. Mais pas plus que quand les Français suivent Coluche et parlent des enfoirés, personne n'imagine qu'on est des enfoirés. Alors vous faites la comparaison avec Coluche, c'est intéressant, parce que vous avez, comme lui, essayé de vous présenter à l'élection présidentielle en 2017. Vous n'avez pas réussi à recueillir les 500 signatures. Je voulais faire peser le monde associatif et le monde des maires. Parce que je suis très décentralisateur, extrêmement favorable à l'initiative citoyenne. Et vous avez des ambitions politiques encore aujourd'hui ? Oui, énorme. On veut faire passer la France dans une démocratie directe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous avez, en France, lorsqu'on a une élection présidentielle, le peuple est viré le soir même. Le citoyen français existe tous les 5 ans, pas pendant les 5 ans. Il y a des peuples voisins qui ont... Le peuple manifeste, par exemple, comme aujourd'hui. Oui, mais il n'est pas décisionnaire. Pourquoi vous ne soutenez pas le mouvement Bleu Contour, vous qui prétendez incarner la colère du peuple français? Parce qu'on considère que pour faire gagner le peuple, il ne faut pas le fragmenter, et que dès que c'est récupéré par un parti, ouvertement, à ce moment-là, vous ne pouvez plus atteindre 8 Français sur 10. Et donc, vous perdez. C'est parce qu'il est de gauche, ce mouvement, que vous n'avez pas voulu le soutenir? Vous êtes à droite? Oui. On dit les choses clairement pour que le téléspectateur puisse vous situer? Non, ça fait 20 ans que je déchire mon bulletin de vote. Donc, je ne peux pas être plus clair. Vous êtes intervenu en vidéo dans un sommet dit Sommet des Libertés, qui était organisé par des figures de l'extrême droite, Sarah Knafo, Éric Zemmour ou le milliardaire Sterrin. Vous y êtes intervenu en vidéo. C'est pas un choix anodin. Non,
tout à fait, parce que nous, dans le mouvement des gueux, nous voulons parler à absolument tout le monde, y compris France Info, qui est considérée par cette partie de la France comme une chaîne de gauche. Oui, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas tellement comparer le droitisme, si je puis dire, de Sarah Knafo avec le fait que pour un certain nombre de téléspectateurs qui pensent qu'ils veulent, France Info est une chaîne engagée, ce qu'elle n'est pas. Les Français vous identifient comme plutôt à gauche et les autres plutôt à droite. Mais pour moi, il est fondamental, absolument fondamental, pour faire gagner le peuple sur des causes, de ne pas se battre derrière... Vous refusez les étiquettes politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite. C'est ça l'idée. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que sinon, vous perdez. C'est-à-dire que là, la deuxième cause sur laquelle on est en train de se battre, qui est la PPE3, les gens savent pas ce que c'est la question de la facture d'électricité. Oui, mais alors attendez, je voudrais qu'on reste quand même sur la manifestation. Vous avez pas à gauche ou à droite. Oui. La question de la facture, Il y avait des représentants de la France Insoumise dans les manifestations. Effectivement, le mouvement il a été relayé par un certain nombre de responsables de ce parti. Beaucoup de manifestants avaient effectivement des revendications de gauche, mais pas seulement. Et je vous propose d'écouter justement quelques manifestants à notre micro aujourd'hui. C'est un ras-le-bol total. Comme un président n'écoute pas ses citoyens, les mouvements s'intensifient et puis voilà. C'est un mouvement d'ampleur qui peut nous permettre de faire converger les luttes parce qu'effectivement il y a des revendications qui sont un peu similaires comme à gauche comme à droite et l'important c'est de montrer qu'il y a une vraie opposition face à Macron aujourd'hui et au système en place. Depuis 2018 il n'y a rien qu'à changer, on est dans la merde jusqu'au cou et on y sera encore et rien ne change. Voilà, alors on manifeste pour ça, pour tout. Est-ce que vous avez envie ce soir d'apporter votre soutien à ces manifestants? On a vu tout un tas de slogans pour plus de justice sociale, y compris pour plus de démocratie, puisque vous nous parliez de démocratie directe. Là, vous êtes en train de me demander si je suis d'accord pour prendre un bord politique. C'est le contraire, les gars. Non, je vous demande... On parle de cause. Je vous demande si vous êtes d'accord pour soutenir une partie de ces manifestants qui n'étaient pas forcément politisés et qui sont descendus dans la rue, un peu comme vous, pour dire il y a cette défiance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des élites qui ne nous considèrent pas. Mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Je dis simplement que, évidemment, que dans les causes que nous défendons, il y a une partie des gens qui sont dans la rue, là. Évidemment. Je veux dire, lorsque vous luttez contre les ZFE, que vous atteignez 78% de soutien populaire, vous imaginez bien qu'il y a plein de gens qui, en ce moment, sont dans la rue. Donc, par définition, on est dans une société complètement déconnectée, où il y a une colère latente à un degré extraordinaire. Je veux dire, donc, ça s'exprime aujourd'hui avec plutôt une coloration politique, puisque Mélenchon a fait le choix de faire une sorte d'OPA médiatique là-dessus. Bon. C'est son choix. À partir du moment où un mouvement prend cette tournure-là, nous ne pouvons plus être associés à une couleur. Mais je répète, c'est dans l'intérêt des gens. C'est-à-dire que si les gueux commencent à jouer avec les partis, nous sommes morts. On ne va pas faire gagner les causes. Et ce que je veux dire, c'est que depuis qu'on se tient à ça, on a il y a un tel mouvement populaire d'adhésion. D'ailleurs, j'en profite pour demander aux gens de ne pas venir sur le site des gueux, puisqu'il est encore planté ce soir. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de monter la force des trucs, et on n'arrive pas à endiguer. Ça fait 2 fois qu'on change des serveurs. La grève, par exemple... Demain. Aujourd'hui, il y avait des blocages, il y avait aussi des gens qui ont fait grève, il y a eu des perturbations dans les transports en commun, par exemple. La grève, pour vous, c'est un bon moyen de faire advenir ces revendications ou pas? Écoutez, vous parlez d'un droit constitutionnel fondamental. Oui, mais on peut... évidemment que la grève est un droit basique dans une démocratie. C'est même pas un sujet. Mais simplement, si vous fractionnez le pays, vous le faites perdre. C'est aussi bête que ça. Parce que si vous voulez imposer au Parlement des amendements, si vous voulez peser... vous êtes obligé dans vos revendications, il y en a qui ont fractionné le pays. Par exemple, les ZFE, vous dites que la majorité des Français étaient contre. Je ne le conteste pas, mais il y a des gens pour qui c'est un fantastique recul contre l'environnement, et de ce fait, ça fractionne aussi la société. Beaucoup d'écologistes, et pas que d'écologistes, ont trouvé tout à fait scandaleux. Il est exact. Voilà. Vous avez raison. Il restait 22% de gens dans les sondages que l'on a fait avec l'IFOP qui
qui partageaient cette position-là. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils existent. Mais si vous voulez changer, faire fonctionner des causes, il faut arriver à emmener 8 Français sur 10. En fait, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est un mouvement qui fabrique de l'unité nationale. Au moment où la vie politique, en ce moment, est un chaudron un chaudron, quoi. Vos principales revendications, les mesures autour desquelles vous mobilisez, c'est contre la cause écologiste? On peut dire ça comme ça? Pour l'instant, mais vous êtes très surpris par les autres causes. Allez-y. Allez-y. Non. Ah, vous dites pas tout de suite. Non, pour l'instant, on les prend cause après cause et on les fait gagner. Et pour l'instant, c'est toujours pas gagné sur les ZFE. Mais vous pensez pas que les gens vous pensez pas que les gens qui vous suivent, qui vous écoutent ce soir, ont le droit de savoir exactement quelles sont les causes que vous portez? Mais ils les soutiendront ou pas. On est parfaitement libre. Hein. Mais en revanche, dans le mouvement des gueux, tous les gens qui adhèrent, et on est en ce moment à peu près 500 adhésions par jour. Tous les gens qui adhèrent sont d'accord avec la finalité, qui est de doter la France d'une capacité d'initiative référendaire populaire. Alors, ça, pour nous, c'est fondamental. Je voudrais, si vous le permettez, est-ce que je peux revenir sur les désirs de démocratie directe dont parlait Alexandre Jardin il y a quelques minutes? Vous dites pour la démocratie directe que le citoyen est dépossédé une fois qu'il a élu un président de la République. J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que vous estimez qu'à chaque décision qui doit être prise, le peuple doit se prononcer? Et si oui, comment? Est-ce que vous êtes pour Parce que des décisions, un exécutif doit en prendre tout le temps. Faut-il des référendums tous les jours? Je vais vous expliquer comment ça marche dans un pays qui marche très bien, qui est notre voisin. La Suisse. La Suisse. Vous avez 93% des lois votées par le Parlement fédéral. Il y a des votations citoyennes. Non, qui ne sont pas des votations. Vous avez 93% des lois qui sont produites par le Parlement fédéral. Mais simplement, à partir du moment où le peuple a une capacité d'opposition par un référendum, vous avez un processus de construction de consensus national, vous avez une écoute. Mais concrètement, en France, vous voulez quoi? Vous voulez des référendums? Là, il y avait j'ai vu des affiches pour le RIC, le référendum d'initiative citoyen. Vous souhaitez qu'on puisse plus facilement organiser un référendum? Oui, je souhaite ça. D'accord. Je ne veux... En gros, en 2027, qui que ce soit, je ne veux pas que cette personne ait un chèque en blanc pour 5 ans. Je veux que les gens qui nous écoutent soient respectés dans leur dignité. Il y a des peuples qui ont ce pouvoir-là, et nous allons œuvrer. En fait, avec les gueux, on est en train de faire passer la France dans une culture référendaire. Parce que ce qu'on fait, c'est la même chose. Beaucoup de gens le demandent. Beaucoup de gens, pour le coup, très politisés, dans la gauche radicale. Jean-Luc Mélenchon demande un référendum révocatoire. Mais sur le RIC, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez politisé et assez partagé référendum d'initiative citoyenne. Référendum d'initiative citoyenne. Mais c'est pour ça que je vous dis que notre positionnement sera suivi et soutenu par des gens extrêmement différents au fur et à mesure. Il y a toujours eu, dans la droite classique, parlementaire, une assez grande réticence devant ça. Il y a un débat en ce moment qui est celui sur l'imposition des riches. Est-ce que vous considérez... Sonia n'a pas l'air d'accord avec la question. J'avais prévu autre chose, mais allez-y. Allez-y. Allez-y, c'est vous la patronne. Bon, je voulais qu'on revienne sur les premiers mots de notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. Je ne sais pas si vous avez suivi la passation de pouvoir tout à l'heure à Matignon. Non. Eh bien, regardez. Ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante. On ne pourra pas continuer ce décalage éternellement parce qu'évidemment, il nous rattrapera. Alors pour cela, il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Alors, un Premier ministre qui promet des ruptures et qui pointe aussi, et là je me suis dit peut-être que ça va vous intéresser, un décalage entre la vie politique et la vie réelle des Français. Ça vous parle? Vous vous dites, bon bah là en tout cas, dans les mots, il part bien ce Premier ministre? Dans les mots. C'est-à-dire que le problème, c'est un problème de système. Mais en tout, ça dure 2 minutes 30. C'est l'un des discours de passation de pouvoir de Matignon, je parle sous les contrôles de Gilles Bernstein, les plus courts de l'histoire des passations. Il a 2 minutes 30, et dans les 2 minutes 30, il choisit de pointer le décalage entre la vie politique et la vie réelle des Français. C'est un choix. Est-ce qu'il est prêt
à faire un référendum sur le référendum d'initiative citoyenne? Ça, on peut pas... Est-ce qu'il est prêt à jouer la reconnexion réelle avec son pays? Deuxième point. Est-ce qu'il va signer le décret contre lequel nous avons lutté avec tous nos mouvements pendant l'été pour empêcher la signature par Bayrou de la loi PPE3 sur l'énergie? Du financement des éoliennes? Non, pas que. C'est beaucoup plus vaste, la PPE3. Mais qui a un effet systémique catastrophique pour notre économie. Est-ce qu'il va le signer ou est-ce qu'il va rouvrir un débat parlementaire sincère avec des études, en fait, ce que demande, ce qu'on appelle, nous, la PPE des gueux, on l'a construit avec des professionnels et on demande qu'il y ait des études d'impact sérieuses. Donc, est-ce qu'il est prêt à rouvrir ça au Parlement? Parce qu'avant de faire payer les gens, on est dans une crise du pouvoir d'achat. Les gens qui nous écoutent savent parfaitement que leur facture d'électricité, ils font très très gaffe lorsqu'ils se chauffent. Et on sait très bien que si on veut développer l'usage de l'électricité, on appelle, parce que c'est plus écologique, nous devons baisser le prix. Parce que si on continue à avoir une facture qui monte, les gens continueront à se chauffer au fioul. Donc, si on veut avancer, il faut électrifier les usages. Donc, nous, on défend la PPE des gueux avec beaucoup de professionnels. Je le prends au mot. Est-ce qu'il est prêt à relancer les études d'impact sérieusement? Il y a des institutions techniques au Parlement français d'évaluation. Est-ce qu'il est prêt à ça? Et flécher, je traduis quand même, c'est flécher les investissements vers le nucléaire et pas vers les renouvelables. Non, c'est ça? non, c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est beaucoup plus simple. Des études d'impact et de coûts. Et de coûts. Mais je ne veux pas de quelque chose... Attendez, si la facture continue à monter, les boulangers vont fermer. Quoi, vous voulez une France avec sans boulanger, on achètera notre baguette uniquement à l'Intermarché? Je dis ça parce que ça fait partie des professions les plus exposées. Les producteurs d'endives, aujourd'hui, la facture d'électricité, c'est 20% de leur chiffre. Donc, est-ce que toutes ces professions vont mettre la clé sous la porte ou pas? Donc, oui, les gueux demandent à ce que la facture d'électricité soit un débat. Ça concerne tout le monde, on la paye tous. Et c'est l'équivalent d'un deuxième impôt. Gilles Bernstein. Il y a donc un débat dans la vie politique. Vous avez parlé de redistribution de pouvoir d'achat. Donc, il y a les dépenses des gens. Il y a aussi les recettes de l'État qui peuvent permettre de redistribuer du pouvoir d'achat. La gauche et beaucoup de manifestants réclament que les riches payent davantage d'impôts. Est-ce que vous êtes d'accord, je dirais, pour employer votre image, est-ce que pour aider les gueux, il faut prendre aux bien habillés? Alors, voilà exactement le genre de sujet sur lequel nous ne nous battrons pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'unité nationale. Ah non, mais là, pour le coup, il y a exactement ce que vous réclamez. Il y a un peu moins de 8, vous dites 80%, c'est aux alentours de 70%. Un peu plus de 70% des Français sont favorables à une taxation supplémentaire des riches. Donc on est quasiment aux 8 sur 10 que vous réclamez. On va réfléchir. Je ne vous dis pas non. À partir du moment... Parce que l'argument, il est énorme que vous venez de sortir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le 8 sur 10. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est de refaire une société cohérente. Pas une société où tout le monde se fout sur la gueule. Donc, tout ce qui peut contribuer, nous l'examinerons. Parce que c'est pas possible de continuer avec une société en guerre civile permanente. Et vous, dont vous avez publié des livres qui ont été lus, y compris par Sonia Kironi, qui se sont bien vendus, vous avez bien gagné votre vie, est-ce que vous seriez prêt à payer davantage? Oui, personnellement. Vous, personnellement. Mais c'est pas l'objet du... Non, mais c'est ma question. C'est une question qui est dans le débat politique, aujourd'hui. Oui, mais... Vous voyez bien. Oui, mais là, c'est une question personnelle qui me concerne. Oui. Le mouvement que nous portons, c'est collectif. C'est très important. Lorsque je parle ici, je parle au nom des gueux, au nom d'une association. Et on saura quand vous nous présenterez vos autres mesures sur les autres domaines? On va voir. Vous allez voir. Et ça touchera en grande partie ce qui rend fou les gens. La voiture. Et Dieu sait qu'il y en a des sujets. Ah oui. Ah bah c'est sûr que c'est vaste. Quel teasing. Quel sens du teasing. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'avoir été notre invité ce soir. Avant demain, on a compris. Ça a craqué. Merci beaucoup. Vous avez pu vous exprimer. Oui. Ah bah oui. Évidemment. Ah oui, vous sembliez avoir un doute au début de l'interview. Merci beaucoup. Non seulement aucun doute, mais
Dans cette maison, mon ex-femme travaillait. Et ben voilà. Donc je connais bien cette maison. Et ben voilà. Et tout le monde peut s'exprimer dans cette maison. Et vous avez vous-même pu le constater ce soir. Merci beaucoup. Et il est quasiment 20h.